cette étape de la conclusion, on a eu d'autres sujets que nous ne pouvions pas traiter. Je pense notamment au phishing. Alors Pierre Caron nous en a un peu parlé, mais il y a eu des affaires très intéressantes en termes de phishing très ciblées. Je pense notamment au marché du carbone, qui a été essentiellement subi en Allemagne, mais dont la démarche était extrêmement intéressante et dont il semblerait qu'effectivement ce soit une démarche purement lucrative, parce qu'un certain nombre de personnes imaginaient que ces attaques contre le marché du carbone auraient pu être une action d'écoterrorisme. Manifestement, de ce qui ressort des enquêtes, on est bien sur une activité criminelle conventionnelle. Le deuxième élément, c'est la Chine. Alors, non pas parler de la Chine de la manière dont beaucoup de gens en parlent, mais simplement pour rappeler ou bien préciser que la Chine, c'est un espace géographique extrêmement important, un parc hétérogène au niveau informatique, et comme il était mentionné au début de cette année, 450 millions d'internautes. Ce qui veut dire que c'était à la fois une opportunité pour une malveillance ciblant la Chine, mais également possiblement un terreau de cybercriminalité, considérant le nombre de personnes et la variété des parcs. Le troisième point sur les ordiphones, Eric Freycinet nous les a bien évoqués, mais on a bien vu qu'il y a une grande variété de sujets sur les smartphones, et je veux le dire par là qu'en fait nous aurons vraisemblablement à revenir sur le sujet l'année prochaine, notamment avec certaines applications qui ne sont pas très honnêtes dans leur comportement vis-à-vis des citoyens qui ont installé de manière un peu candide, ou sans avoir en tout cas les moyens de contrôler ce que peuvent faire les applications. Deux autres éléments, nous n'avons pas parlé des médias sociaux, des réseaux sociaux aujourd'hui, et pourtant il y a eu des actualités. On avait pensé à un moment parler de cet adolescent qui s'était suicidé suite à la diffusion via Twitter notamment d'informations concernant sa vie sexuelle. En clair, il était homosexuel et n'a pas supporté cette publicité. On a eu également la création de bureaux de police virtuels, où il y a même dans certains États la qualification du viol virtuel comme étant aussi important que le viol entre guillemets physique. Donc il y a des évolutions. Je vois quelqu'un dans la salle qui est dubitatif là-dessus, mais on parle souvent de criminologie, on oublie un peu trop les aspects victimologie. Pensez au RSSI dont le site est piraté et le viol psychologique que ça peut représenter. Donc, plus sérieusement, il y a des évolutions sur les médias sociaux, il y a aussi des prises de conscience qui ont été faites. Certains pays ont également voulu attirer l'attention des citoyens à ce sujet-là. On n'avait pas le temps de le traiter. Le dernier point, c'est la clé USB. Alors, initialement, on avait souhaité rajouter quelques stickers un peu partout sur les diapositives pour dire la clé USB fait partie du sujet. Mais de la manière dont on a présenté les différents sujets, ça ne paraissait pas facile. Par contre, ce qui est certain, c'est que la clé USB se retrouve très souvent à l'intérieur ou impliquée dans une démarche cybercriminelle. Alors, il ne s'agit pas de crier haro contre ce périphérique, mais savoir comment le sécuriser, soit pour les informations sortantes, soit pour les informations entrantes, et également constater, comme ça a été rappelé dans les médias, qu'aujourd'hui, ou plutôt sur l'année 2010, 25% des malwares ont été conçus pour spécifiquement ce périphérique. Voilà, j'en ai terminé sur ces conclusions. Je vous rappelle que les documents seront mis en ligne demain dans la journée, comptez plutôt l'après-midi, que le document sera également traduit en anglais, et que Innovation, pour mettre en avant, je dirais, le privilège de nos membres, les vidéos et les documents seront réservés à nos membres pendant quelques semaines. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ces thématiques. Je remercie encore les intervenants qui ont travaillé just in time, comme on dit en franglais, et je vais laisser maintenant la parole aux personnes dans la salle qui souhaiteraient poser questions aux différents conférenciers. J'aimerais revenir sur la première intervention sur le virus Stuxnet. J'aimerais savoir la position officielle de Siemens, comment ils ont réagi à cette attaque. Et est-ce que Stuxnet ne vise vraiment que Siemens ou d'autres SCADA? Merci. Merci pour cette question. Je vais répondre plus facilement sur la deuxième partie. Stuxnet, d'après les informations publiques qu'on a, et je pense qu'on peut aussi éventuellement douter de ces informations, évidemment, mais d'après les informations publiques qu'on a, Stuxnet ne cible, ne recherche que des systèmes Siemens. Ça fait partie de il ne cherche qu'à contrôler un contrôleur logique de Siemens de type soit S315, soit S417. Donc c'est les seuls... ils cherchent là les endroits où il y a des infrastructures Siemens. Ils ne ciblent pas forcément Siemens, mais ils cherchent les endroits où il y a des infrastructures Siemens. La position officielle de Siemens, c'est que Siemens a reconnu qu'elle était ciblée, qu'il y avait 2 attaques. Elle a indiqué qu'une vingtaine d'infrastructures, enfin
elle avait eu des remontées d'une vingtaine de clients qui avaient été infectés par Siemens, mais elle indique qu'il n'y a pas eu d'effet néfaste. On ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et puis on peut imaginer une grande partie des remontées proviennent d'Allemagne, mais Siemens a des systèmes dans le monde entier, donc il est possible que ce soit juste une proximité géographique qui fait qu'il y ait des remontées et qu'il y a des endroits où ça n'a pas été remonté, ou tout simplement si c'est l'Iran, ils n'ont peut-être pas envie de le remonter non plus. Donc voilà pour la position de Siemens. Oui, donc une question aussi sur Stuxnet, peut-être quand même un point de détail, ça ciblait Siemens avec des machines en environnement Windows. L'IRSN a fait une note publique au mois de septembre qui expliquait qu'il y avait des équipements Siemens sur le site de Flamanville en construction, que ceux-ci n'étaient pas sensibles puisque exploités en environnement Linux. Donc c'est encore plus ciblé que ce que vous venez de dire. Maintenant, la question à propos de Stuxnet, quelle serait la parade? On pourrait installer sur les systèmes Windows des listes blanches, des antivirus qui fonctionnent en liste blanche, qui n'autorisent qu'un certain nombre d'applications à s'exécuter. Donc de cette manière-là, les modifications ne fonctionneraient pas. Peut-être que le virus pourrait essayer d'atteindre cette machine-là, mais par exemple, si le logiciel, la liste blanche, n'est pas public, les vulnérabilités n'existent pas et qu'on ne sait pas qu'il est sur cette machine-là, Stuxnet ne pourrait ne pas s'exécuter. C'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est... il y en a certainement d'autres, mais elles ne me reviennent pas à l'esprit. Je ne vais pas dire je ne pense pas qu'il soit vraiment possible de modifier, d'empêcher les clés USB, etc., puisqu'on a vu que Stuxnet infecte tous les projets, mais vraiment tous les projets qui sont disponibles, qui sont sur les machines, les projets WinCC, les projets Step7, et la désinfection, à mon avis, est vraiment difficile. Donc, je ne sais pas exactement comment travaillent les ingénieurs, mais je suppose qu'ils ont des stations sur lesquelles ils développent des projets. Peut-être qu'ils doivent ensuite transférer ces projets sur la machine de contrôle. Là, et c'est là le risque, en fait. Donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment possible d'empêcher le canal de propagation. Une manière serait de changer certains ordres des équipements. Une manière rapide serait de changer certains équipements informatiques. Et puis d'étudier Stuxnet et de voir évidemment ces vulnérabilités. Si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je vous rassure, je pense que contre Stuxnet, heureusement pour nous, il n'y a pas de parade, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des moyens tellement plus entrée de gamme, tellement plus simples. Non mais réveillons-nous, Stuxnet, c'est des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois à plusieurs. On est d'un niveau à des années-lumière contre la malveillance vis-à-vis de laquelle il faut vous protéger. Donc c'est pas grave, je veux dire, il y en aura toujours des Stuxnet. À partir du moment où on a des moyens pareils pour vous attaquer, on y arrivera toujours. On trouvera toujours des zéro day. Donc faut pas chercher à se protéger Stuxnet, il faut chercher à se protéger des choses qui vont utiliser même pas 1%, 10% de ce qu'il y a dans Stuxnet. Et là, on revient aux bonnes pratiques en sécurité, avec évidemment la contrainte d'un système industriel qui ne vit pas dans le même cycle de vie que l'informatique à laquelle on est plus habitué.